toutes et à tous. Tout d'abord, je vais me présenter très rapidement. Donc, Jérôme Libeskine, je suis expert en logistique urbaine et dernier kilomètre, donc avec mon propre bureau d'études qui s'appelle Logicité. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur le modèle social du dernier kilomètre. Alors, la crise du Covid-19 et la période de confinement ont mis en évidence l'importance de la logistique, mais aussi les attentes des consommateurs sur des services nouveaux, le click and collect, les drives, la livraison à domicile. Nous avons vu apparaître de multiples initiatives locales afin d'apporter dans l'urgence des services de livraison tant nécessaires alors que les particuliers étaient confinés. Au-delà de ces solutions mises en place dans un contexte bien spécifique, sur lequel nous reviendrons lors de ce débat, se pose de façon plus générale la question du modèle social et des services. Nous constatons l'émergence et le développement de start-up, mais aussi une place de plus en plus prépondérante prise par des grandes plateformes internationales qui mettent en place des partenariats avec la grande distribution. Le cadre réglementaire des plateformes évolue au travers de la loi d'orientation des mobilités. Quelles sont des données réelles sur ces nouvelles pratiques? Quelle est, face à ces évolutions, la position des groupes de transport qui interviennent sur le dernier kilomètre? Quel est le cadre législatif exact? Quelles sont les tendances et les difficultés rencontrées? Cette table ronde a pour objectif d'échanger sur les données exactes, le cadre législatif en vigueur et ses évolutions, ainsi que le point de vue des professionnels du transport et les perspectives. Alors, on a la chance d'avoir autour de la table, aujourd'hui on va dire la table numérique, 4 grands spécialistes. Alors, n'hésitez pas, donc il y a un volet pour poser des questions, éventuellement en direct. On a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées par les uns et les autres. Nous avons la chance d'avoir autour de la table Maître Michel Leclerc, qui est associé au cabinet Parallèle Avocat. Michel Leclerc est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur l'économie collaborative et le droit, c'est-à-dire comme ça que nous nous étions rencontrés, et la revue Third, qui est donc en ligne sur le site Parallèle Avocat et qui est tout à fait passionnante sur l'économie numérique. Le cabinet est spécialisé sur les enjeux stratégiques des entreprises numériques et technologiques, et notamment les plateformes de mobilité. Je ne me trompe pas, Michel, c'est bien cela? Absolument, merci beaucoup Jérôme, merci à tous. Donc nous avons donc autour de la table Laetitia Dablan, qui est bien connue donc, quand on parle de dernier kilomètre et logistique urbaine, qui est directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, l'IFSTAR, et Laetitia anime notamment la chaire Logistique City, qui a été mise en place récemment par Sogaris et Postimo. Et pendant la période de confinement, Laetitia nous a envoyé chaque semaine un état de l'art sur les évolutions en cours et les pratiques. Nous avons donc également sur ce plateau Hervé Street, qui est président du SNTL, le syndicat national des transports légers, et président de Star Service. Donc Star Service, que tout le monde connaît, je pense autour de la table, c'est 30 ans d'histoire du dernier kilomètre et une très belle entreprise de 4000 personnes, dont 95% en CDI. C'est bien cela, Hervé? C'est ça. Hervé nous entend pas. Il doit être là. Et puis nous avons donc également la présence de Marc Dalbar. Marc est directeur stratégique business développement du groupe PTV, qui intervient sur toutes les solutions technologiques de mobilité dans les villes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais vous interroger les uns et les autres sur finalement ce que nous avons vécu durant ces derniers mois. Et peut-être je vais commencer par interroger Marc Dalbar. Marc, avez-vous perçu des changements finalement de pratiques sur le dernier kilomètre durant cette période? Comment ces pratiques influent sur la mobilité des marchandises? Oui, merci Jérôme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, déjà, concernant la période de confinement en tant qu'éditeur de logiciels, on était moins confronté professionnellement que nos clients, bien sûr. Mais chez PTV, tout le monde était resté sur le pont pour apporter tout le support nécessaire à nos clients qui ont vu, eux, leur modèle bouleversé et qui devaient donc rapidement adapter leur système. Les changements profonds, je vais peut-être pas trop m'appesantir parce que je pense que les professionnels comme Hervé et Laetitia vont développer. Mais ce qui est clair, c'est que l'adoption significative de ces nouveaux modes d'achat dont tu faisais référence dans ton introduction par les consommateurs, le e-commerce, etc., pour moi, implique une indispensable digitalisation pointue de la supply chain.
quand je dis pointu, c'est-à-dire que la notion de vision de bout en bout, d'information, de collecte de data, etc., qui vont permettre d'assurer la disponibilité et l'efficience de ces nouveaux canaux et de ces nouveaux modes de consommation. Voilà, je pense que moi, c'est ce qui m'a le plus, c'est ce qui me marque le plus. Alors, je vais m'adresser à Hervé Street. Durant cette période, vous étiez finalement Star Service sur le front. Hein. On a beaucoup entendu ce mot-là. Et je voyais dans un récent article où vous faisiez le point finalement sur cette période de confinement qui est bien particulière. Vous indiquiez que les livraisons e-commerce avaient augmenté de 69%, et puis d'autres secteurs dans lesquels vous intervenez se sont tout simplement écroulés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur finalement cette période ? Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour Jérôme, merci beaucoup de me donner la parole. Oui, alors évidemment, selon les secteurs, si on parle d'alimentaire, le secteur a connu une croissance extrêmement importante. Si on parle du e-commerce, en général, le jouet, un certain nombre d'autres secteurs ont connu également des croissances fortes. En revanche, d'autres secteurs se sont complètement écroulés en fonction de la clientèle à laquelle ils s'adressaient. Donc on a eu des fortunes diverses, avec effectivement des fortes croissances. Alors après, on parlera du taux de rétention, mais on a eu effectivement de fortes croissances avec là toutes les équipes très présentes sur le pont. Et puis, par exemple, si on parle du secteur des marchandises transformées avec nos clients traiteurs, restauration collective, etc., là, c'est tout un pan du dernier kilomètre qui s'est complètement affaissé, puisque tous ces établissements étaient fermés. Donc là, on n'a pas eu de croissance B2B sur ces secteurs-là. Bien au contraire, on a eu un effondrement total. Donc en B2C, ce qu'on retiendra, c'est qu'en B2C, il y a eu une très forte demande. Qu'en B2B, il n'y a eu plus de demande ou quasiment plus. Et que donc, l'évolution de tout ça a fait qu'on a réussi à peu près à équilibrer nos activités, que dans le secteur du transport léger, parce que j'interviens ici d'abord au titre de président du SNTL, que selon les secteurs sur lesquels le transport léger était intervenant, il y a eu des fortunes un peu diverses, celles de nos confrères du transport classique, où là, il y a eu des entreprises qui ont eu moins 85%. On n'a pas connu ça, nous, dans le transport léger, à ce que je sache, c'est-à-dire qu'on n'a pas connu d'effondrement total, on a connu des entreprises qui ont eu des fortunes un peu diverses, selon les secteurs. Et au front, oui, c'est vrai, nos équipes étaient présentes malgré l'épidémie et on a tout fait pour, quand je dis on, c'est évidemment le secteur, c'est pas que nous, on a tout fait pour essayer de leur donner les meilleures conditions possibles, que ce soit nos salariés ou nos sous-traitants. Et les conditions, vous le savez, étaient quand même compliquées, même si, et il faut le souligner également, on a eu des conditions de circulation qui étaient dans le même temps particulièrement favorables. Donc c'était un peu l'antagonisme des deux. On avait des conditions d'intervention rudes, difficiles, dans lesquelles il fallait faire beaucoup de pédagogie, et puis en revanche des conditions d'exécution qui nous étaient extrêmement favorables. Merci Hervé. Laetitia, donc vous nous aviez envoyé donc toutes les semaines un rapport, je le précisais, extrêmement complet sur tout ce qui se passait. Quel est finalement, est-ce que vous confirmez finalement ces analyses, ces chiffres? Est-ce que vous avez constaté des évolutions différentes ou des faits différents? Non, je vais confirmer. Alors nous, effectivement, on a fait un baromètre. Je faisais une synthèse toutes les semaines, mais c'était un baromètre quotidien et on a eu un panel d'entreprises et de fédérations. Il y avait le SNTL qui était formidable, parce qu'ils ont vraiment participé alors qu'ils avaient autre chose à faire. Donc c'était intéressant de les suivre au jour le jour. Et moi, ce qui m'a frappé en plus de ce qu'ont dit mes collègues, c'est l'extrême variabilité quasiment jour le jour de leur situation. C'est-à-dire qu'ils pouvaient c'était difficile de prévoir 2 jours à l'avance où est-ce qu'il fallait livrer, où allaient être les commandes et combien. Donc globalement, les volumes ont baissé, surtout au départ, ensuite remonté grâce au B2C.
Mais c'est cette variabilité et cette difficulté à prévoir, même à court terme, qui était frappante de ce qu'il nous disait. Et puis, globalement, peut-être une perte nette de productivité. Alors, Hervé l'a dit, évidemment, le trafic était bien plus facile. En revanche, ça a été plus que compensé par des choses plus négatives. Par exemple, il n'y avait plus les points relais. Donc, il fallait de nouveau livrer les gens chez eux. Alors que vous savez que les Français, on est très consommateurs de points relais. On l'utilise beaucoup, mais là, ce n'était pas possible. Donc, ça rajoutait des points de livraison. Il y a eu pas mal de retours à vide. Puis tout le coût des équipements sanitaires, les difficultés de recrutement, ça a été un peu compliqué pour certains de trouver le salarié, ça a un peu changé, les équipes n'étaient pas les mêmes, et puis recruter des intérimaires ou des auto-entrepreneurs, ça n'a pas toujours été facile. Donc il y a eu ces difficultés-là qui se sont rajoutées. Donc grosso modo, ça a plutôt été un petit peu plus compliqué que d'habitude. Ils nous ont signalé pas mal d'initiatives solidaires, y compris avec l'aide des municipalités. Donc, il y a eu pas mal de municipalités qui mettaient des plateformes pour essayer de connecter les commerces locaux qui voulaient quand même livrer à domicile et les entreprises de livraison. Et puis, dernière observation, alors c'est plus en creux, mais moi, sur l'étranger, j'ai vu pas mal pendant le Covid des sortes d'expérimentations un peu techno. Alors, beaucoup en Chine, mais par exemple JD qui accélérait sa mise en place de robots livreurs. Ça, on l'a moins vu en France, donc c'est en Europe en général. Donc c'est en creux peut-être une remarque sur, il n'y a pas eu d'accélération très forte de tout ce qui est un peu expérimentation sympa de robots, etc. Je pense que c'était pas le moment, mais la question s'est posée en tout cas. Merci Laetitia. Michel Leclerc, Michel, est-ce que vous, finalement, en tant qu'observateur, est-ce que vous avez vu des pratiques nouvelles émerger pour vous, de la mobilité s'est arrêtée ou il y a eu des choses qui vous ont surpris, je vais dire, dans ce qui s'est passé pendant cette période? Alors, il y a des choses à titre personnel et à titre professionnel. À titre personnel, j'ai été comme tout le monde, en tout cas localement ici, j'habite à Paris, j'ai été frappé par la vitesse d'adaptation des commerçants dits essentiels pour permettre aux consommateurs que j'étais de continuer à s'approvisionner dans les produits essentiels à travers le recours à des dispositifs variés de livraison. Donc ça, c'est à titre personnel. Et à titre professionnel, c'est vrai que notre clientèle étant composée d'acteurs technologiques, Monsieur Dalbar disait éditeur de logiciels, donc ça c'est un petit peu notre quotidien aussi. J'ai vu une accélération de la mise en œuvre d'outils numériques à destination du e-commerce, parce que c'est essentiellement ça que je vois dans ma pratique professionnelle dans le secteur. Et donc le pic d'activité pour les acteurs numériques qui ont aussi un rôle dans la chaîne logistique qui s'est joué au moment du Covid. Donc des événements, des Alors merci. Donc Michel, on va rentrer dans le vif du sujet et donc Laetitia Dablan, donc vous avez donc réalisé une 3e enquête sur les livreurs auto-entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter finalement les résultats de cette étude? Je crois que vous avez préparé quelques slides avec des résultats qui sont tout à fait intéressants et c'est donc, je crois, la seule étude que je connaisse sur ces sujets-là qui suit finalement les évolutions. Laetitia. Oui, depuis 2016, on fait des enquêtes tous les 2 ans sur les livreurs qu'on voit dans la rue. Alors, c'est des enquêtes sur Paris, et plus précisément sur l'Est de Paris. Alors, on va passer, merci Léonie, on va passer à la diapo 2 tout de suite. Voilà, en introduction très générale, je voulais juste rappeler que ce n'est pas seulement à Paris ou à Londres, hein, ces livreurs, il y en a partout dans le monde. Donc, ils ont tous des 2 roues, des smartphones et ils sont freelance. Et on va passer tout de suite à la diapo 5 parce que je vais vous montrer les enquêtes sur Paris qu'on en fait. Donc, on en a fait 3. Je vais vous montrer une évolution frappante. On va prendre tout de suite la diapo 5. Voilà. Alors, ça, c'est l'enquête qu'on a faite à Paris 2016, 2018, 2020. Et regardez bien en bleu, c'est les livreurs à plein temps. Donc, en 2016, c'était surtout des étudiants et les autres, et des actifs qui faisaient ça à temps partiel, voire très partiel. Et aujourd'hui, on est à plus de 70% à plein temps. Donc, on a complètement changé de type de livreur. Donc ça veut dire que quand on dit que livrer des repas à vélo, c'est un job d'étudiant, c'est faux. Ben maintenant, c'est faux.
C'est devenu un job de professionnel. Alors, c'est professionnel. On va passer à la diapo suivante. J'ai mis juste en vrac quelques éléments. Mais donc, maintenant, on commence à les cerner. Ça concerne le début de l'année 2020. Pendant le Covid, le confinement, on ne sait pas exactement comment ça a évolué. On va probablement faire des petites enquêtes complémentaires. Alors, globalement, c'est un homme jeune, un homme surtout, jeune, de plus en plus jeune, étranger, non diplômé. Et alors, vivant pas mal à Paris, notamment en colocation. 2/3 n'ont pas de diplôme. Un élément intéressant, c'est la façon dont ils livrent. Donc, plus de 30% maintenant sont en scooter. Et comme vous le savez, théoriquement, il faudrait une licence de transport de marchandises. Et alors, élément très intéressant de 2020, ils sont 6% à livrer en Vélib. Donc, beaucoup en vélo, mais 16% utilisent un abonnement Vélib. Donc, ça, c'est la nouveauté. Il y a des petites Depuis que j'ai vu ces chiffres, je regarde dans la rue et en effet, donc c'est assez surprenant le nombre de Vélib pour livrer des repas. Exactement. Pour eux, ça devient, c'est pas cher le Vélib, et ça devient quelque chose qu'ils utilisent maintenant tout à fait régulièrement. Un autre chiffre intéressant, c'est 37% qui utilisent le compte d'un autre. Probablement, souvent dans l'illégalité. C'est pas strictement équivalent. On peut faire de la sous-traitance en respectant les règles. Probablement, la plupart non, c'est plutôt des partages de comptes. Donc ça correspond à quand même un très gros tiers de l'échantillon. Et notre échantillon, il n'est pas énorme, mais c'est quand même 300 personnes rencontrées de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de biais. On n'a pas, par exemple, uniquement parlé à ceux qui ont bien voulu nous répondre. On a systématiquement questionné ceux qu'on a rencontrés sur le terrain. Voilà, donc je pense que c'est assez représentatif de la situation. Donc voilà quelques éléments de cette enquête. Tout est en ligne maintenant parce qu'on vient de mettre le rapport en ligne. Celui de 2016, celui de 2018, celui de 2020. C'est en ligne sur quel site, Laetitia? Sur le site de la chaire, je l'enverrai au sur le chat. On va juste faire la dernière diapo, c'est-à-dire la diapo suivante, celle d'Amazon. Non, Amazon, c'était bien. Voilà. Je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que ce n'est pas la situation française. Vous savez qu'Amazon Flex n'existe pas en Europe continentale. Mais j'ai pu enquêter sur les livreurs, le particulier qui livre à Los Angeles et dans les villes californiennes l'été dernier. Et on a fait des comptages, on est allé leur parler, on a fait une petite enquête de terrain. Et donc pour un entrepôt, Amazon a énormément d'entrepôts urbains maintenant, un peu comme chez nous, mais on n'en a qu'un à Paris, un entrepôt urbain, mais il y en a une vingtaine à Los Angeles. Et là, bon, on a pris le plus gros, hein, c'est 20 000 m² quand même. Chaque jour, il y avait 800 voitures de particuliers flex pour faire des livraisons. Donc, ils font des petites tournées d'une vingtaine d'adresses chacun. Donc, voilà ce que ça représente en termes de génération de trafic de voitures de particuliers. Et ce que ça met en branle, si vous voulez, comme nouveau type de métier. Encore une fois, Amazon Flex n'existe pas en Europe continentale. Il y en a un début en Angleterre. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais j'ai quand même une question, Laetitia. Donc ce matin, lors d'un webinaire de la SITL, quelqu'un, je ne sais plus, un intervenant disait que la logistique, c'était un métier d'homme. Donc il y a eu un commentaire en disant, mais c'est pas normal d'utiliser ce terme, c'est un métier d'humain, puisqu'il y a 20% de femmes. Là, je constate qu'il y a 2% de femmes. Sur les livreurs parisiens, c'est quelque chose que vous constatez également dans d'autres pays. C'est 2%, ouais. Et dans les autres pays, alors on a fait aussi des comptages en Amérique latine. C'est trouvé que j'ai des étudiants qui ont pu faire ça. C'est l'équivalent. Hein. Donc, ces nouveaux métiers du livreur instantané, entre guillemets, donc le freelance avec son smartphone et l'utilisation d'une appli qui livre, qui fait une course en moins de 2 heures pour quelqu'un qui commande en ligne, c'est partout dans le monde entier, c'est plutôt un métier d'homme. Plus effectivement que dans le secteur plus traditionnel de la PME ou de la grande entreprise de TRM. Alors je vais m'adresser à Hervé Street. Déjà, est-ce que vous constatez, vous, ce ratio de 98% d'hommes et 2% de femmes dans la livraison du dernier kilomètre?
dans votre entreprise? Oui, alors, dans mon entreprise, c'est un petit peu moins, mais on est à 95,5, donc je peux dire qu'on est dans les mêmes chiffres. Quand on regarde un peu plus généralement au SNTL, on est effectivement également dans les mêmes chiffres que ceux qu'annonce Laetitia, c'est-à-dire qu'il y a une majorité écrasante d'hommes dans nos métiers. Et quand je dis écrasante, c'est effectivement un rapport de 1 à 20 ou un rapport de 1 à 18. Donc on peut dire que c'est une majorité écrasante, oui. Tout à fait. Donc, en tout cas, on a des points de progression et des marges de progression de ce côté. On l'a bien noté. Et Hervé Street, je vais vous laisser un peu la parole. Finalement, on a vu ce qui se passait, on a aperçu, je vais dire très rapidement, ce qui se passait dans le dernier kilomètre. J'ai vu récemment dans l'article une plateforme où il y avait, vous avez dû voir cela également, donc je ne citerai pas le nom, qui avait employé entre guillemets 150 livreurs sans papier. Là, j'entends parler de 37% qui sont peut-être pas tous dans l'illégalité, mais une partie le sont. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en face pour vous d'une concurrence déloyale et quels sont finalement les principaux problèmes que vous identifiez finalement au travers de finalement ce qui se passe au travers de cette évolution du dernier kilomètre? Oui, alors, vaste sujet. La plateforme collaborative aujourd'hui dans le monde du transport, c'est le monde de la flibuste. C'est-à-dire que en fait tout ça ne tient que par des dires qui sont exactement à l'opposé des actes. Je vais rebondir sur 2-3 chiffres de Laetitia, mais que je connaissais déjà. Un tiers sont des comptes partagés. Comptes partagés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des caïds de cité qui ont des comptes et qui les partagent avec 5, 6, 7, 8 intervenants sur lesquels ils prélèvent une dîme. Intervenants qui sont évidemment pour la plupart soit des mineurs, soit des gens sans papier, soit des gens qui exercent l'activité de transport de marchandises avec des scooters, qui, comme vous le savez, est un métier réglementé. Ensuite, on nous a raconté la baliverne, mais ça permet de donner un job à des étudiants. Vous voyez que c'est totalement faux et que 3 ans après, tout ça est balayé d'un revers de la main. C'est 80% des gens qui font ça à plein temps. Donc vous avez comme ça un certain nombre de sujets qui nous ont été annonnés pendant des années et qui tombent complètement au regard des chiffres. On nous a dit également, mais c'est formidable, vous allez voir, ça va diminuer la pollution. Alors oui, sauf quand c'est des scooters qui sont en Euro 2, alors qu'on est en Euro 6. Oui, également quand il s'agit de faire du transport massifié comme le font les professionnels. Je vais reprendre Amazon, 800 camionnettes qui font 20 clients par jour. Amazon, c'est à peu près 70-80 clients par jour. Ça veut dire que vous avez 800 véhicules particuliers qui se substituent à 200 véhicules, voire 160 véhicules de professionnels. Donc vous imaginez en termes de pollution ce que ça représente comme rejet dans l'atmosphère. Alors tout ça tient par une formidable supercherie et la volonté de tordre le bras en permanence aux législateurs en disant mais vous comprenez, nous, plateforme, on sort les gens des cités. Bon. Où se situe la frontière finalement pour nous, Syndicat national des transports légers? La frontière elle est simple, c'est qu'on fait le même métier et on a deux lois totalement différentes qui s'appliquent à nous. Alors évidemment, l'argument des plateformes, c'est de dire oui, mais nous, on ne fait pas le même métier, vous comprenez, on a digitalisé, etc. Bon, ce qui est faux, la vraie disruption, elle est sociale. La vraie disruption, c'est les canutes du 19e siècle qui allaient louer leur main-d'œuvre et leur métier à tisser à Lyon, aux grands tisserands. Et là, on est exactement dans le même sujet. Je viens louer la main-d'œuvre, je viens louer ma force de traction, et puis éventuellement mon vélo quand ce n'est pas mon scooter, et là je suis dans l'illégalité de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises sans licence. Alors premièrement. Deuxièmement, nous nous sommes soumis à des réglementations qui sont les réglementations du transport, c'est-à-dire que nous sommes responsables de ce que nous faisons. La plateforme n'est responsable d'à peu près rien.
pas plus de ces livreurs que du transport de la marchandise, que de la responsabilité du commis, le donneur d'ordre étant commettant. Donc nous sommes soumis à une triple obligation, qui est l'obligation de respectabilité, qui est l'obligation, mais soumise à rien. Ces livreurs ne sont soumis à peu près à rien, à aucune obligation, pas plus celle d'ailleurs de fournir des papiers en règle pour être sur le territoire français, que d'avoir un véhicule en règle, que de ne pas être sous-traitant d'un sous-traitant qui lui-même est sous-traitant d'un sous-traitant. Enfin bon, voilà. Donc tout ça fait qu'à la fin, le travail du préposé, parce qu'on ne va pas parler de salarié, parce que là je ne rentre pas dans la qualification sociale. Moi, la qualification sociale, ça ne me regarde pas. Pardon, c'est le rôle des tribunaux sociaux, et notamment de prud'homme, qui ont des avis que vous connaissez, hein, très tranchés, y compris la Cour de cassation d'ailleurs, sur la relation entre un préposé et un salarié, hein, puisque aujourd'hui, tous les jugements vont dans ce sens-là. D'ailleurs, les plateformes luttent pieds à pied, vous avez vu en Californie, où c'est des centaines de millions d'euros qui sont mobilisés à l'encontre des juges pour dire on va faire un référendum pour aller consulter les habitants de la Californie pour savoir si finalement ça ne serait pas par hasard les habitants qui auraient raison contre les juges. Donc nous disons simplement il y a une loi, c'est la loi du transport, pour compte d'autrui, elle s'applique à nous. Nous sommes commissionnaires de transport ou transporteurs. Les plateformes ne sont rien. Or, on fait le même métier. Alors, comment on fait demain? Soit on fait converger les choses et on est dans le métier du chacun va faire comme il peut, hein, entre guillemets, ou bien on a une loi commune, des textes communs pour faire un métier commun, et dans ce cas-là, nous les appliquerons tous. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est en fait à homogénéiser les textes pour que la disruption sociale qui s'exerce dans notre métier ne soit pas demain celle qui va prévaloir. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, les transporteurs qui aujourd'hui ont des grosses difficultés, hein, on ne va pas le nier, ont de grosses difficultés, des difficultés tarifaires. Oui, parce que j'ai oublié que le vieil adage « first one takes all hein, », le premier arrivé prend tout, ça signifie que je casse complètement les tarifs pour avoir du volume et pour ensuite, une fois que je serai le dernier des Mohicans, remonter mes tarifs. Ce que vous voyez aujourd'hui avec certains opérateurs du scooter partagé, par exemple, hein, qui ont augmenté leurs tarifs de 20% parce qu'ils ne sont plus que les seuls. Donc, voilà ce que ça veut dire first one takes all. Voilà ce que ça veut dire que l'économie du partage, c'est l'économie du partage de ceux qui ont créé la plateforme. Ce n'est pas l'économie du partage de ceux qui pédalent, évidemment. Hein. Eux, ils partagent la sueur et les accidents. Mais ils ne partagent rien du tout, même pas la couverture sociale. Donc, pardon, au CITEL, au SNTL, c'est donnez-nous un texte de loi qui soit pour tout le monde le même, qui soit respectueux de l'ensemble des gens qui font ce métier, pour lequel on a le plus grand respect, parce qu'on les forme, parce qu'on essaye de les emmener vers des CDI, parce qu'on les fait progresser dans nos entreprises, parce que tout ça, c'est le modèle qu'on a connu et qu'on connaît, hein, qui est le modèle vertueux, dans lequel le livreur devient chef d'équipe, puis devient dispatcher, puis devient cadre, etc. Donc, donnez-nous un texte qui soit un texte commun et qui permette à tout le monde de payer dignement ses salariés et pas à la course. Ah oui, je rappelle que l'autre disruption, c'est que dans le transport, nous n'avons pas le droit depuis 1994 de payer nos salariés à la course pour des raisons de sécurité routière. Comprenez bien qu'un salarié qui est payé à la course dans nos métiers, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à griller les feux, à ne pas respecter les stops, à n'avoir aucun respect de la réglementation et de la poussette qui traverse la rue. On n'a pas le droit. Or, la plateforme collaborative, elle a évidemment ce droit-là. Hein, on ne paye qu'à la course. On ne paye pas le trajet aller-retour, on paye ce qu'on appelle le one-way, ce qui est interdit dans nos métiers. C'est-à-dire que nous, quand notre livreur part, on le paye en tant que salarié. C'est-à-dire on lui paye l'aller et le retour. La plateforme collaborative, évidemment, ne lui paye que l'aller, en lui disant le retour, monsieur, brave monsieur, comprenez que ce n'est pas de ma responsabilité, puisque je suis responsable de rien. Donc, voilà ce que nous réclamons. Nous réclamons des textes qui soient des textes unifiés. La LOM ne répond absolument pas à ça. Hein, la loi d'orientation des mobilités, en son article 20 notamment,
ne répond absolument pas à ça, mais elle essaye simplement de faire tenir les plateformes par des arguties dans un monde qui est un monde de transport réglementé, je le rappelle, dans lequel il y a un donneur d'ordre, dans lequel il y a un intermédiaire de transport et il y a un commis, un commettant et un commis. Et elle essaye de faire tenir une plateforme au motif que peut-être ils ont une digitalisation que les autres n'ont pas. Tout ça est faux. Je vous invite à venir évidemment voir les acteurs du syndicat national des transports légers qui, depuis belle lurette, ont des outils d'intermédiation entre leurs salariés et le dispatch qui se fait de manière totalement automatique. Voilà, donc tout ça, c'est évidemment des choses qui ne tiennent pas à l'examen des faits, mais qui tiennent à l'examen des dires. Alors, les plateformes sont extrêmement disertes sur le sujet. Quand effectivement on enquête chez elles, comme vous l'avez vu récemment, c'est un poil plus compliqué de tenir le discours, et on voit bien qu'ils volent en éclats dès qu'on regarde un peu la pratique. Merci Hervé Street se fait à l'intérieur de ces plateformes. Un peu finalement de ces témoignages, ou enfin ces idées assez directes. Je vais m'adresser à Michel Leclerc. Finalement, la loi d'orientation des mobilités a été évoquée, la LOM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement quelles sont les évolutions? Où est-ce qu'on en est finalement de ce texte? Est-ce qu'il est déjà effectif ou est-ce qu'il y a encore certaines étapes qui sont nécessaires? Voilà, je vous laisse la parole, Michel. Merci. Alors moi, je vais avoir un propos beaucoup plus froid, propos d'avocat. Donc sur la LOM, effectivement, le texte a été préparé depuis très longtemps. Il est entré en vigueur, mais avec le défaut qu'on connaît actuellement pour beaucoup de textes de loi, c'est-à-dire qu'il renvoie à des décrets ou qu'il renvoie à des ordonnances futures qui, pour beaucoup, n'ont pas été prises pour comprendre véritablement toute sa portée. Donc en fait, aujourd'hui, la LOM est un texte qui existe, mais qui, d'une part, a été censuré pour une partie, notamment ce qu'évoquait M. Street en ce qui concerne les projets de charte pour les plateformes, mais qui, en plus, pour d'autres parties qui nous intéressent beaucoup, reste dans l'attente de certains décrets. Mais en tout cas, froidement sur ce que dit la LOM, sur les sujets, disons, des plateformes et des indépendants qui interviennent dans le dernier kilomètre, il y a deux choses à retenir. D'abord, c'est que on a d'une part la création d'un cadre juridique dédié qui reste à préciser, comme je le disais, mais pour les plateformes qui font du cotransportage de colis, donc qui est une notion nouvelle disons, appliquée en partie à ce qu'on peut appeler le dernier kilomètre, qui consiste en fait à créer un cadre juridique similaire à celui qu'on a créé pour Blablacar, pour ne citer que le plus gros du secteur, pour le covoiturage. Donc là encore, on a un cadre juridique qui permet le partage de frais pour de la livraison de colis en particulier, à condition de respecter un certain nombre de conditions, et qui permet d'éviter à ces acteurs-là, comme pour Blablacar, d'entrer dans les régimes contraignants du transport de marchandises, évoqué notamment M. Street, avec tout le système des licences et toute la réglementation du transport qui est effectivement extrêmement particulière. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est celui du statut de la plateforme elle-même. Et là, pour le coup, je ne parle pas de la plateforme qui fait du cotransportage, mais je parle plutôt effectivement de ceux qui sont dans une certaine mesure sur le même marché que les adhérents du SNTL, c'est-à-dire les plateformes un petit peu comme Stuart, par exemple, que vous connaissez sans doute, qui sont actives dans la mise en relation entre des livreurs et des clients. Et à ce sujet-là, encore une fois, on ne sait pas exactement ce qui va être, à quelle sauce ces plateformes vont être mangées ou pas, parce qu'on attend encore des textes d'application, mais selon nos informations, on se dirige vers un régime, vers la création d'un régime juridique similaire à celui qui a été créé pour les plateformes comme Uber dans le transport de personnes, c'est-à-dire un régime juridique dédié dans le Code des transports pour ces intermédiaires, ces plateformes dans le secteur de la logistique qui mettraient à leur charge un certain nombre d'obligations, en échange également aussi de droits, et qui leur permettrait
un petit peu à la manière d'un Uber, qui aujourd'hui est une plateforme qui est in fine responsable de plein droit de la bonne réalisation de la prestation de transport de personnes. Ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre trajet se passe mal dans un VTC, in fine, c'est la plateforme qui est responsable de plein droit. De la même manière, on pourrait s'orienter vers un régime similaire pour le transport de colis. En tout cas, c'est ce que nous, on comprend être sur ce sujet du dernier kilomètre. En fait, la position qu'on a chez Parallèle Avocat, qui est une position analytique d'observateur et d'avocat, c'est de distinguer en fait, le sujet d'une part du statut de l'intermédiaire de la plateforme. Donc, quelles sont les règles à sa charge, quel est le niveau de contrainte qu'elle doit exercer sur les livreurs qu'elle référence, quels sont les documents qu'elle doit contrôler, quelles sont les personnes qu'elle peut autoriser à effectuer une livraison qu'elle doit interdire. Et d'autre part, vous avez la question qu'évoquait aussi M. Street, qui est la relation entre ces plateformes et les livreurs. Est-ce qu'on est dans le travail indépendant? Est-ce qu'on est dans le salariat? Avec effectivement aujourd'hui des débats qui sont judiciaires dans lesquels nous, on est notamment impliqués avec des contentieux devant le Conseil des prud'hommes, devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation, qui sont des contentieux qui, comme toujours en cette matière, en fait, reposent sur la réalité des faits et reposent sur une analyse de facto de la nature de la relation de la plateforme et l'indépendant qui prétend être un salarié. Alors, je réagis parce qu'en même temps, il y a des tas de questions qui arrivent. Il y en a une qui est tout à fait en lien avec ce que vous indiquez. Comment accélérer cette demande d'un texte légal commun à tous? Est-ce que c'est envisageable et est-ce qu'on peut faire plus vite pour avoir quelque chose sur un texte sur lequel tout le monde est d'accord? Voilà. C'est à moi que ça s'adresse, Jérôme? Allons-y, puisque vous avez la parole. Je pense que c'est très difficile parce que c'est un petit peu comme si on voulait créer un texte commun aux centrales de taxi et aux centrales de réservation de VTC. Ça n'a pas fonctionné. Et à ce sujet-là, j'aimerais apporter un éclairage un petit peu différent sur qu'est-ce que c'est une plateforme. Une plateforme, ce n'est pas rien. Une plateforme, c'est un opérateur qui existe en droit français, pas seulement dans le Code des transports, mais dans le Code général des impôts, dans le Code de la consommation et dans les règles européennes, et qui est débiteur de tout un tas d'obligations en tant qu'hébergeur et acteur technologique. Donc, en fait, on a pour ces plateformes qui sont actives dans des secteurs particuliers, toute la difficulté de conjuguer les règles applicables en tant qu'acteur technologique et les règles parfois nationales et même locales qui devraient ou pourraient leur être appliquées en tant qu'acteur dans un secteur particulier, en tant qu'acteur hôtellerie. En fait, on a cette difficulté-là, elle est difficile à dépasser dans une grande loi qui prendrait beaucoup de temps. Alors Laetitia Dablan, donc Laetitia, est-ce que vous, de votre côté, comment voyez-vous finalement ces deux mondes? Est-ce qu'ils peuvent coexister? Est-ce qu'ils sont vraiment opposés et l'un va l'emporter sur l'autre? Comment vous voyez les choses? Bon, la grande majorité du transport de marchandises reste de l'ordre des sociétés, hein, des petites PME ou des grands groupes qui travaillent d'ailleurs ensemble. Donc, à mon avis, ça ne va pas prendre le dessus. Ceci dit, c'est vrai que c'est quand même 50 000 livreurs auto-entrepreneurs l'année dernière qui se sont créés. Hein. Donc, ça, c'est des chiffres de l'INSEE. Donc, c'est considérable. Hein. C'est plusieurs milliers par an. Entre 2019 et 2018, il y a eu un accroissement de 25% de ces créations. Donc, c'est beaucoup de monde. Moi, je vais plutôt porter un message optimiste. Je pense qu'il ne faut pas les opposer. Il faut essayer les passerelles, il faut essayer de plus en plus de faire des passerelles. C'est un vivier pour moi, ces 50 000 personnes. Elles ne vont pas toutes devenir des vrais transporteurs dans le PRM, mais il y en a pas qui pourraient avoir envie de faire carrière dans le secteur. Et ça, c'est des questions de formation. D'abord, il faut leur faire connaître le secteur, il faut qu'ils soient attractifs, et puis il faut tout faire pour les former. Et c'est vrai qu'un texte unique, ça sera difficile. En revanche, pourquoi ne pas profiter de ceux qui sont déjà en scooter, dans l'illégalité, pour quand même essayer de leur faire acquérir une licence. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas, ça c'est clair.
mais la licence, elle n'est pas très adaptée pour des gens sous cœur. Elle est un peu compliquée à voir. Est-ce qu'on pourrait faire un texte intermédiaire pour qu'ils soient incités à faire un peu de formation professionnelle, un peu d'éducation à la gestion d'une petite entreprise, un peu d'éléments financiers, etc., pour les faire monter en grade. Donc moi, c'est vraiment ça que je porte comme message, c'est qu'il ne faut pas les opposer et il faut essayer de tirer un certain nombre de ces gamins vers le milieu du fret et de la logistique qui a des choses à proposer. Hein. On peut faire carrière, y compris quand on n'a pas de diplôme. Donc il faut plutôt que ces mondes-là se retrouvent. Et il faut que tout le monde travaille ensemble, les organismes de formation, les fédérations professionnelles et les plateformes. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Et les pouvoirs publics, dans le cadre des décrets d'application de la LOM, il y a peut-être des choses à faire là, dans les prochains mois. Est-ce qu'on a une idée combien ils gagnent ces livreurs? Comme je vois une question sur le sujet, j'en profite. C'est assez variable, mais on leur a posé la question, c'est quand même très variable. Alors, à l'heure, ils arrivent à peine, voire moins au SMIC, mais ça dépend si on prend l'heure de connexion ou bien l'heure effective de temps de livraison, parce que souvent, ils attendent. Ils attendent à une livraison. Hein. Donc, ça dépend ce qu'on prend en compte. Si on prend en compte l'ensemble du temps de connexion et d'attente, ça, ils ne font pas un SMIC horaire. Globalement, comme ils font énormément d'heures par semaine, ils gagnent plus que le SMIC en termes mensuels, je dirais. Mais c'est extrêmement variable d'un livreur à un autre. Alors, ce qui est intéressant dans la LOM, c'est que théoriquement, mais là, on attend des décrets, les plateformes devront essayer de trouver des indicateurs. Elles devront faire des moyennes. Elles ont tous les éléments, bien sûr. Nous, on est obligé de les reconstituer par des enquêtes, mais les plateformes elles-mêmes, elles ont les données. Donc, il faudra qu'elles fassent des indicateurs moyens, de revenus moyens, de temps de travail moyen. Donc ça, j'attends beaucoup de ça, pour avoir des données. Alors, Michel Leclerc, je vais vous donner la parole. Finalement, on a vu tout à l'heure dans la présentation, on a parlé d'Amazon Flex. Hein, donc, ces particuliers qui prennent leur voiture et qui livrent des colis aux États-Unis, en Australie et ailleurs. C'est légal en France ou pas? Alors moi, ce que je comprends du modèle Amazon Flex, c'est qu'effectivement, c'est des personnes qui ne sont pas des professionnels, qui sont des particuliers, donc ça veut dire des personnes qui n'ont pas de statut juridique leur permettant d'exercer une activité. Et donc ce modèle-là, s'il est, disons, tel quel, sans précision davantage, il ne fonctionnerait pas en France. Pourquoi? Parce que en France, d'une part, si vous voulez exercer une activité professionnelle, vous devez avoir un statut qui vous permet de percevoir des revenus et aussi d'être chargé sur ce revenu socialement et fiscalement, notamment le fameux statut de micro-entrepreneur. Donc ça, c'est d'une part, on aurait un risque de travail dissimulé et d'activité non déclarée. Et d'un point de vue transport, là je fais écho à ce que disait M. Street, effectivement, à partir du moment où vous faites du transport qui n'est pas pour compte propre, mais pour compte d'autrui, et que vous êtes rémunéré pour cela, vous devez rentrer dans une des cases juridiques françaises qui vous permet d'exercer ce type d'activité professionnelle réglementée. Donc la réponse serait non. Et si ces personnes-là étaient, par exemple, des micro-entrepreneurs qui le font d'une manière, donc là c'est plutôt une question de pricing, donc de prix qui serait décidé par exemple Amazon, et que ce prix pouvait entrer dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le cadre juridique le cotransportage, la réponse serait peut-être différente. Donc c'est un peu une réponse d'avocat que je vous fais, ça dépend des faits, mais le fait que Amazon ne se soit pas déployé sur le modèle flex avec autant d'énergie en France, en Europe que dans d'autres pays montre que sans doute que l'analyse réglementaire n'est pas si évidente. Alors moi, je voyais une question, là, dans les questions, tiens, je vais la poser à Hervé Street. Certaines plateformes collaboratives ont recours à des livreurs particuliers pour effectuer des livraisons à domicile avec des produits frais et même des produits surgelés. Ces opérateurs mettent en avant la mutualisation. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, finalement, c'est une bonne pratique? C'est quoi? Comment vous interprétez, finalement, cette pratique-là? Si au bout du compte, c'est des transporteurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une licence de transport, qui transportent les marchandises, alors là vous me parlez de frais et de surgelés, mais qui transportent les marchandises dans le respect de la marchandise, je ne sais pas, vous avez envie d'avoir la Listeria, Jérôme? Mais on parle de livreurs particuliers dans la question. Hein. Oui, bien sûr, livreur particulier, ça implique voiture particulière. Donc ma question, c'est vous avez envie d'avoir la Listeria ou une autre maladie? Donc pour vous, mettez en avant effectivement les aspects sanitaires, notamment sur du prêt. Votre réponse est non, évidemment, et je vous comprends.
parce que vous avez envie que ce soit un transporteur qui, si jamais il ne transporte pas la marchandise dans le respect, c'est-à-dire avec un groupe de production de froid ou une obligation de résultat pour faire du froid, à défaut d'avoir un groupe de production de froid, c'est-à-dire en d'autres termes un véhicule frigorifique surgelé, donc avec une qualification FRCX, ou un véhicule froid avec une qualification FRC, forcément, vous allez avoir à un moment donné, on a fait des tests pour répondre à votre question, incarcéré dans les tôles, vous savez quelle température il fait avec un véhicule que vous laissez 1h30 en plein soleil, il fait 62 degrés à l'intérieur des tôles d'un véhicule, d'un coffre. Est-ce que vous avez envie que votre jambon, votre poisson, votre viande soit transporté à 62 degrés? Bah, pas vraiment. Ça répond à la question. Donc, une plateforme, entre autres, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est responsable de celui qui fait le transport. Donc celui qui fait le transport, il déclare jurer sur la vie de Tata ou du pied de son lit qu'il le fait avec les moyens nécessaires. Et puis au bout du compte, vous avez un scooter avec une caisse à pizza ou une voiture qui est restée 1h30 au soleil. Et personne n'est responsable de rien. C'est formidable. Alléluia. Alors, moi je vous laisse la parole. On a parlé un peu de ces deux mondes finalement, hein, qui, d'une façon ou d'une autre, existent aujourd'hui dans la réalité. On parle de 50 000 personnes là, en un an, donc c'est tout à fait considérable. Est-ce que ces deux mondes-là, ils peuvent cohabiter, ou est-ce que c'est vraiment impossible pour vous? Jérôme, on a l'opportunité. Je vais vous parler d'un point de vue sociétal et social. Excusez-moi, je prends 30 secondes la parole. On parle d'un point de vue social et sociétal. Vous citez un chiffre de 50 000 personnes. Dans le même temps, Laetitia vous dit que 74% de ces gens-là ont envie d'avoir un CDI. On a une occasion formidable de créer de l'emploi, de créer des cotisations sociales, de créer de l'impôt, donc de créer de la richesse pour le pays. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On dénature tout ça, on crée du job, de la précarité, un manque de cotisations et de revenus sociaux, un manque de revenus fiscaux, et alors que je prends les 50 000 personnes, je multiplie par 74%, j'obtiens grosso modo 40 000 personnes, on a déjà là l'opportunité de créer 40 000 emplois. De créer 40 000 emplois. C'est pas rien, des vrais emplois, des vraies cotisations, des vraies caisses de retraite, des vrais URSSAF, des prélèvements sociaux, c'est-à-dire quelque chose qui profite à l'ensemble de la société. Au lieu de ça, on fait quoi? On est en train de créer des plateformes qui essayent de contourner par tous les moyens, de grimper dans l'arbre par toutes les branches. Voilà, c'est un point de vue sociétal que je vous livre. Je ne fais pas de commentaires autres. Je dis voilà simplement, je mixe les chiffres et je vous dis on a l'opportunité de créer, ce n'est pas des dizaines de milliers, c'est sans doute des centaines de milliers d'emplois. Il faut les créer, ces emplois. On en a besoin. Marc Dalbar, donc je sais que vous n'avez pas beaucoup parlé, mais justement, c'est peut-être l'occasion, sur cette dernière partie du webinaire, de vous poser la question finalement de votre vision d'avenir sur le dernier kilomètre. En fonction de tout ce qu'on a dit, là, et que finalement, comment les outils technologiques, on a parlé de ces plateformes finalement, qui sont des plateformes technologiques, comment elles peuvent vous permettre de mieux maîtriser les flux? Alors, bon, les plateformes, ces plateformes technologiques, comme ça a été expliqué par plusieurs intervenants, ils font et comme l'a dit Hervé Street, c'est du one-way. Donc, il n'y a aucun souci de recherche d'optimisation, de mutualisation, de massification. C'est je prends une course et puis tu vas de A à B, et comme l'a dit Hervé Street tout à l'heure, une fois que tu es à B, tu as fini. Donc, en termes de techno, et la position d'un éditeur de logiciels comme PTV est plutôt d'aller chercher les outils de mutualisation, massification, mieux remplir les véhicules, mettre moins de véhicules sur la route et aller chercher plus de rentabilité par plus d'efficience. Alors pour la vision d'avenir, j'ai noté tout à l'heure ce que disait Laetitia Dablan sur le fait que la période de Covid n'a pas forcément été une période d'accélération en termes de nouvelles technologies. En France, peut-être pas. Effectivement, on a cité d'autres pays dans lesquels il pouvait se passer des choses. Moi, je pense que
il se passe quand même quelque chose, et bon, c'est peut-être mon côté optimiste, de rester là-dessus et de se dire qu'il y a des accélérations. Bon, déjà, il y en a une, je ne sais pas si on l'a cité aujourd'hui, sur la compréhension de la supply chain et de son volet logistique urbaine. Compréhension non seulement par les villes, mais également par les citoyens. Alors pour les citoyens, bon, il y a eu certains propos dans la presse là-dessus. Ce qu'il faut espérer, c'est que le citoyen gardera le pas sur le consommateur. Il y a un article intéressant dans les Échos il y a quelques jours là-dessus. Est-ce que le docteur Jekyll, qui est conscient des externalités négatives ou des conséquences de sa commande sur le e-commerce, ne va pas se faire doubler par Mr. Hyde qui finalement s'en fiche et puis préfère avoir commandé son chargeur de téléphone ou une cartouche d'encre en 2 heures. Bon, ça c'est pour la compréhension côté citoyen. Côté ville, on a besoin de ça. Enfin, tous les gens qui travaillent sur la logistique urbaine l'ont noté quand même depuis un certain nombre d'années, ça va de mieux en mieux. Ce qu'il faut, c'est que se servir de cette crise pour aller plus loin et avoir une indispensable collaboration avec les acteurs de la logistique urbaine, définir des politiques viables pour tous et à même de supporter d'autres crises et sûrement des prévisions de progression de population urbaine et puis les conséquences que ça va apporter. On pourrait peut-être, je ne sais pas si Laetitia a des informations complémentaires sur ce côté confinement et la réaction de certaines personnes de se dire avec le télétravail, on va quitter les grosses agglomérations, on va essayer de se mettre un peu plus loin, à 1 heure, voire plus, des villes. Et est-ce qu'à ses yeux, il y a une influence sur les visions d'augmentation de population urbaine à l'échelle de 10 ou 15 ans, ça pourrait être intéressant. Autre accélération, eh bien, c'est l'accélération de la recherche principalement et de la mise en œuvre de nouvelles ressources, que ce soit des ressources logicielles ou des ressources matérielles. On a cité tout à l'heure le cas des drones terrestres, les livraisons qu'on a pu voir en Chine, principalement pour des livraisons d'ordre médical par des drones terrestres. Bon, c'était quelque chose qui pouvait être considéré comme étant encore futuriste en début d'année. Je pense que les choses devraient aller encore plus vite maintenant pour multiplier les expérimentations de véhicules autonomes de livraison. Alors, on va essayer de prendre il y en a beaucoup. J'en ai une en tête, je ne sais pas pourquoi j'ai un écho, mais bon, c'est peut-être nouveau. Comment envisagez-vous l'évolution de la livraison du dernier kilomètre avec la montée en puissance des zones à faible émission? Peut-être Laetitia ou Hervé Street. Je suis une grande fan des zones à faibles émissions. Les villes françaises, bizarrement, et je ne parle pas seulement d'une comparaison avec les villes d'Europe du Nord, mais les villes françaises sont les plus en retard en Europe. Et là, tout pays confondu, y compris le Sud. Donc on est dans les derniers de la classe pour la mise en place de zones à faibles émissions qui ne sont pas très contraignantes. C'est surtout interdiction de tout ce qui n'est pas Euro 4 en général. Donc on n'en est pas encore là, même en France, mais ça y est, ça arrive, donc on va rattraper notre retard. Je pense que ça peut avoir un impact très important sur le secteur si elles sont bien appliquées, parce que ça pousse les PME qui font le dernier kilomètre à se moderniser, voire à s'agrandir. Nous, on a étudié comment la ZFE de Londres et celle de Berlin ont impacté les transporteurs eux-mêmes. C'est surtout que ça a fait grandir les entreprises, ça les a obligés en quelque sorte à se moderniser. Donc c'est vraiment un espèce d'impact positif non attendu, un peu invisible, mais très important. Donc moi, ZFE, je trouve ça vraiment bien. Il faut accélérer en France et il faut qu'elle soit plus d'agglomération. Il ne faut pas faire une petite ZFE du centre-ville. Il faut faire une ZFE qui s'applique à tout le monde dans l'agglo. Voilà, c'est un peu les messages. Et puis, il faut qu'elle soit bien respectée. Alors, une question peut-être pour Michel Leclerc. On oppose souvent livreurs, salariés et plateformes, mais quid de la livraison collaborative, de plus en plus présente? Oui, alors, pour moi, le terme de livraison collaborative, il faut faire très attention aux mots, effectivement.
économie collaborative, c'est un terme qui n'est pas juridique et c'est un terme qui relève d'un autre champ lexical que celui du droit. Donc pour moi, le collaboratif, ça n'existe quasiment pas en droit. En revanche, le terme plateforme existe et le terme de livraison collaborative, je pense que la personne qui pose la question fait référence à ce que moi j'ai appelé le cotransportage dans le cadre juridique, c'est-à-dire les modèles d'entreprises comme par exemple Cocoli, qui est une plateforme qui met en relation des personnes, d'une part, qui ont besoin de transporter un objet qui va d'une poussette à un vélo en passant par une boîte de documents, et de personnes qui font déjà des trajets identifiés et qui se proposent, moyennant le partage des frais exposés par le trajet, de réaliser la livraison. Donc, ces modèles-là, ce sont des modèles de plateforme. Donc, la plateforme joue un rôle d'intermédiaire et elle a à ce titre un ensemble d'obligations qui ne sont pas nécessairement des obligations en droit de sport, mais elle a des obligations en tant que professionnelle et en droit de la consommation. Et les intervenants, eux, à condition individuellement de respecter les conditions liées au fonctionnement de cette plateforme et liées au fait qu'il doit s'agir en fait de trajets effectués, disons, pour son propre compte et non pas une activité professionnelle lucrative à titre onéreux, ce cadre juridique-là, il est en passe d'être sécurisé par la LOM, justement. Alors peut-être une question pour Hervé Street qui apparaît. Comment résoudre le problème économique et la capacité à payer le juste prix du service? Est-ce qu'on a un problème finalement de prix du service quand on parle livraison du service? On n'a pas de problème de prix du service. En fait, la seule vraie question qui se pose, c'est est-ce que ça correspond à un besoin ou est-ce que ça correspond à une envie d'un acteur économique d'être présent sur un marché qui n'existe pas? Je m'explique. Quand on commande une pizza, on a effectivement un service qui est le fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui transporte la pizza entre votre lieu de consommation et le lieu de production de la pizza. De deux choses l'une, ou bien on se déplace à la pizzeria et on va consommer sa pizza à la pizzeria, ou bien on a vraiment envie de rester chez soi parce que pour X raison, ou au bureau parce qu'il y a un match de foot, parce qu'on a une réunion, enfin on a une bonne raison. Et là, dans ce cas-là, la livraison va avoir une vraie valeur. Ce qui consiste à dire, je vais vous transporter la pizza au même prix que le prix que vous consommeriez la pizza dans votre pizzeria, il y a forcément quelqu'un qui paye. Ce quelqu'un qui paye, c'est celui qui produit la pizza. Et puis ce quelqu'un qui discounte le prix de sa prestation, c'est le livreur. Parce qu'il y a le partage de la valeur, en fait, de tout ça, il se fait au détriment de celui qui livre et de celui qui fabrique. Et celui qui consomme, finalement, il a à peu près, globalement, le même prix que la pizza consommée. Donc, il faut savoir si ça a une vraie valeur. La livraison, on s'en était expliqué il y a quelques années, vous vous souvenez, Jérôme, je vous disais, ce n'est pas une prise d'otage. En d'autres termes, il y a des moments où vous avez vraiment besoin d'avoir une pizza qui soit livrée chez vous, et puis il y a des moments où vous n'en avez pas vraiment besoin et vous êtes capable d'aller la manger à la pizza. Pour reprendre l'exemple de la pizza, ça peut être du burger, ça peut être une batterie de téléphone, ça peut être, enfin mon exemple est valable pour tout genre de denrées, mais tout ça a un prix. Alors il ne faut pas prendre le problème par l'inverse, en disant je vais créer un marché qui n'existe pas, en disruptant toute cette chaîne, c'est-à-dire en allant en prendre dans la poche de celui qui fabrique la pizza, qui lui a des assets, puisqu'il a un fonds de commerce, il a des salariés qui fabriquent la pizza, etc. Et puis le livreur, qui lui aussi a, même modeste, il peut avoir des assets, à savoir un scooter, même si c'est dans l'exercice illégal, mais à défaut, un vélo, une tenue, une doudoune en hiver, enfin bon, un certain nombre d'immobilisation financière, en termes financiers. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Et je rejoins ce que disait Marc tout à l'heure. Tout ça a une vraie valeur. Alors, ou bien on considère que ça en a une et on est prêt à payer le prix, fut-il modeste, mais ça a un prix, ou bien on considère que tout ça n'a pas de valeur et on continue à dire que c'est les plateformes
qui perdent aussi des fortunes. Je vous rappelle que ces plateformes-là, en France, ne payent pas d'impôts, payent à peu près rien du tout, perdent des sommes astronomiques. Alors pour certains, elles sont subventionnées par l'État. Pour d'autres, quand vous voulez aller chercher une responsabilité, je vous renvoie à Laurent Ossana, qui était la personne qui, un jour, dans Paris, son fils, quand il a loué une maison, il a loué une maison sur Airbnb, son fils s'est fait transpercer le corps de part en part par une ferraille à béton. Airbnb a dit, mais nous, on n'est pas responsable, monsieur. On est responsable de rien. On vous a pris 5 600 € d'intermédiation pour la location de votre villa sur la Costa Brava, on est responsable de rien. En attendant, le fils de Laurent Ossana, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, est à vie handicapé, etc. Ça fait 5 ans qu'il cherche la responsabilité d'Airbnb. Airbnb dit, nous, on n'est pas responsable. Le mec, il vous a loué une villa des fortunes, mais nous, on n'a aucune obligation. C'est-à-dire qu'on a une plateforme, on a un éditeur de logiciels, on est quelque part dans le Delaware, mais venez nous chercher. Alors Laurent Ossana, effectivement, il va aller chercher aux États-Unis, parce qu'il a les moyens d'aller les chercher aux États-Unis. Donc il a engagé des armées d'avocats aux États-Unis, des armées d'avocats en France, parce que c'est l'irresponsabilité. Alors, elle est irresponsable sur toute la chaîne, c'est-à-dire elle est sur l'irresponsabilité de la chaîne de valeur globale. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça a une valeur? Bien sûr que ça a une valeur, le transport. Évidemment, c'est une valeur, vous la connaissez. Ça répond à un besoin ou pas. Mais en tout cas, on ne peut pas la disrupter de manière sociale. Ce n'est pas sociétalement acceptable. Alors sur les chiffres de Laetitia, merci Hervé, sur les chiffres de Laetitia, il y a plusieurs questions, donc notamment 14% des livreurs parisiens sont français par exemple. Est-ce que ça porte sur toute la logistique à domicile parisienne ou uniquement sur des plateformes de type Deliveroo, Uber Eats, etc. Plateforme, hein, donc. C'est les plateformes, oui. C'est notre enquête, c'est sur les livreurs des plateformes Uber Eats, Deliveroo, Stuart, Glovo, Frishti. D'accord. Donc on a les noms comme ça, et on ne donne pas de détails. Donc on sait en tout cas lesquels ont été interviewés, c'est-à-dire toutes celles qu'on voit dans la rue. Une question, je ne sais pas qui sait répondre. Est-ce rentable pour Amazon de sous-traiter chez Flex? Apparemment, oui. D'accord. Avec toutes les remarques de Michel sur ce statut très particulier aux États-Unis. Et un petit point là-dessus, ils doivent bien sûr déclarer ce qu'ils gagnent, mais au titre de l'impôt sur le revenu en Californie. D'accord. Ce n'est pas tout à fait le même régime, mais ils sont quand même sous contrôle fiscal, je dirais. Une question, on a encore quelques minutes pour continuer les questions, parce qu'il y en a beaucoup. Une peut-être, je ne sais pas qui veut répondre, est-ce que le drone terrestre n'est pas un moyen supplémentaire de paupériser le métier du livreur? C'est tout à fait intéressant, ça. On peut faire une thèse là-dessus, hein, je pense. Ça peut créer des emplois indirects, plutôt de concepteurs, d'informaticiens, de maintenance, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément mauvais en termes de... Il faut voir si derrière on arrive à reconvertir les gens qui ne vont plus livrer quand même en restant dans l'écosystème de la livraison, mais en s'occupant du robot. Bon, ça c'est mon côté optimiste. Alors une autre question, elle est peut-être très générale et compliquée aussi. Comment concilier décisions publiques et politiques, attentes du consommateur et économie de marché? Et finalement, c'est vrai qu'il y a une opposition entre un public qui veut que tout soit vert, et puis derrière, il veut être livré en 10 minutes, où on lui dit que c'est bien d'être livré en 10 minutes. Qu'est-ce qui veut répondre sur cette question un peu sociologique? Peut-être Hervé. Je vais peut-être répondre, et puis je vais aller au-devant de ce qu'a dit Laetitia tout à l'heure. Nous, au SNTL, nous sommes favorables au Low Emission Zone, aux ZFE en français, mais on est favorable pour aller plus avant, puisqu'on dit que aujourd'hui, une ZFE, c'est Euro 5 ou Euro 6. Parce qu'il y a quand même un palier assez important, un gap important entre l'Euro 4 et l'Euro 5. Et donc, nous, on y est favorable. Il ne faut pas penser une seconde que les transporteurs n'y sont pas favorables. Moi, je ne pense pas qu'on ait des attentes opposées. Je pense qu'il faudrait partir de ce que sont réellement les attentes des consommateurs et pas ce qu'on en interprète. Le consommateur, par exemple, quand on fait des études, il n'a pas forcément envie d'avoir, alors à part la livraison, ce qu'on appelle la livraison caprice. La livraison caprice, c'est tiens, je suis chez un copain
et puis on a oublié le champagne, il nous faut une bouteille de champagne. Ça, c'est du caprice, c'est pas le commun de nos vies à nous tous autour de cette table. Donc ça, c'est du caprice. Ça existera, ça a toujours existé. On envoyait autrefois un taxi, enfin bon, ça a toujours existé. C'est des pouillèmes de marché. En revanche, quand on interroge le consommateur, il dit, moi, si on me propose d'être livré dans l'heure, je vais le prendre. Mais mon souhait, c'est pas forcément dans l'heure. Mon souhait, c'est qu'on me donne un créneau horaire relativement étroit et qu'on s'y tienne. Donc, c'est une livraison sur créneau, dans l'heure, dans les 2 heures, etc. C'est ça le souhait du consommateur. C'est livrez-moi au moment où je suis là et je suis sûr d'être là à ce moment-là. Si vous me dites dans l'heure, bon, bah, je vais le prendre. Mais ce n'est pas forcément mon souhait. Donc, on peut tous se retrouver autour de choses qui sont non pas des compromis, mais qui correspondent à ce qu'on est tous capables de produire à un coût économiquement viable, dans des conditions de pollution qui ne sont pas des coûts de pollution one-way, c'est-à-dire d'un seul trajet et pas de massification. Il faut massifier les courses, il faut qu'on massifie ce dernier kilomètre, c'est indispensable. Votre pizza, oui, faites-vous la livrer, mais j'ai envie de vous dire, soyez sûr que ça soit en vélo ou soyez sûr que ça soit avec un moyen non polluant, parce que sinon, le bilan carbone de votre pizza, c'est celui du kilo de cerises au Chili en plein hiver. Donc il est très mauvais, il est extrêmement mauvais. Si c'est un scooter en Euro 2, bah, le bilan de carbone de votre pizza, c'est de la pollution pour toute la société. Donc moi je pense qu'on peut se retrouver autour de vraies valeurs et puis écrire une sorte de livre blanc de ce qu'il est sociétalement acceptable de faire et pas sociétalement acceptable de faire. Dans RSE, le S de RSE, c'est social. C'est pas que écologique. Merci Hervé. On arrive un peu au terme de cette table ronde. Peut-être le mot de la fin, Laetitia. Moi, j'ai une question sur est-ce qu'on ne va pas vers un marché de concession de livraison dans les centres-villes ou est-ce que c'est finalement tout l'inverse qu'on constate aujourd'hui? On constate plutôt l'inverse, je dirais. Ce que tu appelles les concessions, c'est quoi, des délégations de services publics, des choses comme ça? Oui, je pense que c'est comme ça que j'interprète la Non, question. on reste bien dans un marché privé, là. Mais c'est vrai que moi, je vois plutôt le biais des ZFE, alors Euro 5, Euro 6, super. Je vois beaucoup aussi, c'est très concret et en même temps, c'est un peu compliqué parce que c'est cher, mais la généralisation des véhicules ultra propres même. Il y a quand même maintenant des exemples, soit de grands groupes qui s'équipent massivement, soit des villes qui l'imposent, ou l'État de Californie, les zéro emission trucks ou les camionnettes électriques, ça, c'est les vélos cargo assistance. Bon, ça, moi, il y a 2-3 ans, j'en aurais pas parlé comme ça, mais aujourd'hui, je vois que il y a quelque chose qui se passe. Et donc ça, si ça s'accélère, bah, c'est vraiment ça de gagner. Merci Laetitia. Alors il y a tout un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas le temps, je vais dire, de répondre. Il y en a une à laquelle j'aurais aimé qu'on trouve une réponse, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait, mais je la donne quand même parce qu'elle est tout à fait passionnante. Elle provient de quelqu'un qui travaille dans une entreprise africaine de logistique. Le dernier kilomètre est une des préoccupations des agriculteurs dans nos pays en voie de développement. Quel modèle social pouvons-nous mettre en place pour répondre à cette préoccupation? Et oui, le dernier kilomètre, ça n'est pas un sujet uniquement français. Donc je sais que c'est un sujet qui concerne également les pays en voie de développement où on voit tout un certain nombre de plateformes émerger. Voilà, eh bien on arrive au terme de cette table ronde.